Mercredi 27 avril 1960, le Togo proclame son indépendance. Mercredi 27 avril 2022, 62 ans d'indépendance. À l'occasion de cet événement, nous avons choisi de remonter le temps, de vous faire revivre l'ambiance de l'époque, de partager donc les histoires avec des témoins que nous avons encore la chance d'avoir. Merci de nous suivre sur la télévision togolaise pour cette émission spéciale. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je vous emmène pour cette émission spéciale, pour donc cette épopée faire la virée avec mon confrère de New World Télévision. J'invite sur ce plateau Samuel Nyaoui. Bonsoir Lys. Alors bonsoir Samuel, comment vous allez? Bonsoir Lys, ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce programme spécial 27 avril 2022. Voilà. Allez, on s'assoit tout de suite et on présente les invités avec qui nous allons passer donc 90 minutes ce soir. Merci. Nous avons pour nous accompagner ce soir donc Samuel, monsieur Robert Olympio. Robert Olympio qui est agent de banque à la retraite. Robert Olympio, vous êtes né en 1946, très exactement le 20 octobre. Et en 1960, vous aviez 14 ans. En 1958, vous aviez donc 12 ans et vous étiez là lorsque le drapeau intermédiaire du Togo avait été arraché, déchiré, il faut le dire, par les jeunes Juventus du fait qu'ils voulaient l'indépendance immédiatement. Vous nous raconterez cela tout à l'heure. Merci. Nous avons également sur ce plateau monsieur Silété Tokanou Irénée, témoin de l'époque également. Il est artiste dramaturge. Monsieur Silété Tokanou, vous êtes né le 12 novembre 1943 et vous aviez très exactement 17 ans lorsque le Togo accédait à l'indépendance. Vous étiez enseignant du premier degré et puis vous êtes devenu professeur à l'Université catholique. Nous avons sur ce plateau monsieur Kwakouvi Kwamvi. Il est professeur de philosophie à la retraite. Professeur Magloire Kwakouvi, professeur de philosophie à la retraite. À la rentrée scolaire 1959-1960, vous aviez 15 ans et vous étiez au CM2, donc témoin oculaire des événements de l'époque. Exactement. Pedro Alciat Gomez, il est retraité de la marine marchande. Exactement, vous êtes né le 24 avril 1935 à Lomé. Vous aviez 25 ans lorsque le Togo accédait à l'indépendance. Vous étiez même déjà instituteur le 27 avril 1960. Et donc, comme on vient de le dire, vous êtes ex-militaire à la retraite. Oui. Et à leur côté, un jeune qui n'est pas témoin d'époque, mais qui est plutôt spécialiste, l'historien, enseignant-chercheur donc à l'Université de Lomé, docteur Halourou Mama. Docteur Halourou Mama, vous n'étiez donc pas né au moment où le Togo accédait à l'indépendance, mais de par votre profession, de par votre formation d'historien, vous en connaissez beaucoup et vous nous raconterez tout cela. Alors justement, les historiens racontent l'histoire du Togo à partir de 1884. Et quelles étaient les caractéristiques du pays à l'époque? L'organisation politique, économique, sociale. Docteur Maman, dites-nous en plus. Merci Lise, merci Samuel pour cette opportunité. Merci à la TVT. Avant de parler des caractéristiques du Togo en 1884, il faut parler de la naissance du Togo. Parce qu'avant 1884 et la signature du traité de protectorat, il n'était pas possible de parler d'un territoire qu'on appelle Togo. Donc disons que le Togo est né avec la signature du traité de protectorat. Le traité de protectorat a été signé avec le chef Mlapa III de Togoville. À l'origine, il faut dire que c'était Togodo, qui est un hétronime qui a évolué dans le temps pour devenir Togoville. Parce que les Allemands voulaient signer un traité avec le chef d'une localité qui avait une suprématie sur le littoral, pour ne pas contester l'acte qu'ils vont poser. Donc, ils vont chercher le chef de Togodo, qui était le chef Mlapa, qui s'est fait représenter par Plakou, un certain Plakou,
à la signature du traité. Voilà, donc le Togo venait de naître. Mais ce n'était pas le Togo de 90 400 km². Donc, à la suite du traité de Protectorat, les Allemands vont continuer vers l'intérieur sur la base du principe de l'Hinterland. C'est-à-dire qu'à la conférence de Berlin, il a été établi que toute puissance installée sur la côte avait la possibilité de repousser les frontières de son territoire, de son occupation, jusqu'à ce que celle-ci ne rencontre les frontières d'une autre puissance, ou que celle-ci rencontre une frontière naturelle. Ça peut être une rivière, ça peut être un cours d'eau, ça peut être une montagne. Donc, ils ont continué vers l'intérieur. Certaines populations se sont opposées. On a dû les pacifier, les soumettre. D'autres ont plutôt accueilli favorablement l'occupant. Et donc, le territoire de 90 400 km² a été organisé en cercle. Ce que nous appelons aujourd'hui les religions, les Allemands appelaient ça cercle. Il y avait banalement 7 cercles. Au nord, il y avait le cercle de Mango-Yendi. Du nord en descendant, il y avait le cercle de Sokodé-Bassari, le cercle de Ketekrachi, le cercle de Misahohe, le cercle d'Atakwame, le cercle de Danejo et le cercle de Lomeland. Donc, à la tête de chaque cercle, il y avait un commandant de cercle. Voilà. Donc, c'est de cette façon-là que le Togo était organisé sur le plan administratif. Mais est-ce qu'on peut estimer qu'avant que les premiers Allemands n'arrivent, il y avait une véritable organisation politique du territoire de l'époque? Merci. Et avant l'arrivée des Allemands, ce n'est pas l'arrivée des Allemands qui a fait naître les populations qui habitaient sur le territoire qui va devenir Togo. Il y avait des populations qui étaient installées. Mais ce qu'on peut dire à propos, c'est qu'on ne peut pas également dire que ces populations n'entretenaient pas des relations commerciales entre elles. Mais c'est avec l'arrivée des Allemands que le territoire a été constitué et que les gens qui s'y trouvaient ont été obligés de vivre sous un seul territoire qu'on appelle Togo. Alors que par le passé, ils n'étaient pas obligés de vivre sur un territoire ensemble qu'on va appeler, qui aura un nom quelconque. Voilà. Donc chaque territoire, chaque communauté avait son territoire et donc son chef. Chaque territoire avec son organisation politique. On est d'accord? Oui. Quand on prend le sud, par exemple, il y avait les royaumes du littoral, le royaume de Glidji. Voilà. Vers le nord, il y avait le royaume de Paratao, du chef Ouro Diogo Boukari. Un peu plus au nord, il y avait les chefferies traditionnelles et un pays Moba Gourma. Voilà. Donc, voilà un peu, les gens étaient organisés de façon traditionnelle. C'est l'arrivée de l'Occident, l'arrivée des colonisateurs qui va bouleverser le tissu politique traditionnel existant. C'est cela. De même que l'organisation sociale et économique. Tout cela bouleversé. Donc, toutes les populations sur la zone conquise par le colon qui vient, donc toutes ces populations seront demandées de se voir appartenir à un seul ensemble. Oui, oui, oui. Ça, c'est... On va mettre les populations devant le fait accompli. Par le passé, ces populations ne se sentaient pas habiter un seul territoire. Avec le fait colonial, les populations qui se retrouvent dans le tracé des frontières sont obligées de fait de vivre ensemble. Et c'est ça le problème de l'Afrique. C'est-à-dire que quand les Occidentaux sont arrivés, animés par leur fièvre de conquérir, ils ont fait fi des réalités ethniques, communautaires et sociales, ont tracé les frontières de leurs occupations et obligent maintenant les populations dans ces frontières à appartenir à un seul pays. Maintenant, le travail qui reste à ces populations, c'est de partir de ce fait-là pour aller vers la nation. Et c'est ça le problème de l'Afrique. C'est cela. Obliger les gens à vivre ensemble. Maintenant, les gens qui sont ensemble doivent comprendre que nous sommes déjà devant le fait accompli et qu'on n'a pas de choix que d'aller vers la construction d'une nation. Est-ce que c'est ce sentiment, qui a poussé, qui a animé finalement les gens qui se retrouvent dans le tracé colonial à se dire bon, on se prend en charge nous-mêmes sur le territoire?
Oui, vous voulez parler Oui, de l'autodétermination déjà. l'indépendance. Est-ce qu'ils ont accepté et puis ils ont dit... Il y a eu tant qu'à plusieurs faire. faits. Il y a eu, quand on parle de la décolonisation, il y a plusieurs causes. Les causes sont à la fois endogènes et exogènes. Voilà. Donc, parlant des causes endogènes, il y a le bouleversement du tissu social, C'est clair. de même que le bouleversement du tissu politique. Il y a le bouleversement également de l'économie traditionnelle. Les échanges traditionnels se sont estompés avec l'arrivée des produits importés. Il y a l'expropriation des terres. Les Allemands, par exemple, en pays à goût, il suffisait pour eux d'offrir des boîtes de dry gin aux populations, aux chefs traditionnels, qui apposent son doigt sur un papier, lui attribuant un grand espace que lui va exploiter. Et donc, ils ont spolié ou exproprié les terres fertiles auprès des populations locales. Donc, bref, il y a beaucoup de causes endogènes qui ont amené les gens à demander le départ des Donc, Blancs. c'est ces attitudes qui ont généré peut-être des frustrations. Si. Oui. Il y a eu beaucoup de frustrations. Quand on parle des frustrations également, on peut évoquer le cas des populations du Bas-Togo ou du Sud-Togo ou du littoral qui étaient des populations qui ont eu le contact précoce avec les Blancs. Donc, avec l'arrivée des colonisateurs, ils se sont fait une fortune. On les appelait, entre guillemets, les évolués du Togo. C'est eux qui ont été les premiers à avoir le contact avec les Blancs. Ils ont été à l'école, ils parlent la langue étrangère. Avant même la colonisation, les gens d'Anero étaient spécialisés dans la traduction. Ils parlaient déjà les langues étrangères. Et quand un Blanc arrive, ils se servaient de leurs compétences pour traduire et servir d'intermédiaire entre les populations locales et l'étranger qui venait. Donc, du coup, ils vont se constituer en une population créatrice d'entreprises ou de commerce, mais sur le champ de l'économie, on va les écarter. Les colonisateurs vont les écarter. Ils se sentent également frustrés. Silvancio est issu d'une famille qu'on ne peut pas considérer de modeste, mais une famille un peu bourgeoise, dont les colonisateurs ont mis de côté sur le plan économique. On ne leur permettait pas d'occuper l'espace économique. On donnait la priorité aux entreprises et aux maisons de commerce venant de l'Occident. Donc, il y a cette frustration aussi qui va amener les gens. Vous comprendrez, après la détermination de Silvancio Lumpio, à lutter de toutes ses forces pour le départ des Occidentaux. Alors peut-être avant de donner la parole aux autres aussi pour les écouter sur leurs souvenirs de la période d'avant-indépendance, moi, je voudrais aussi une précision sur un aspect, vous l'avez évoqué à l'introduction, c'était d'abord Togodo, qui est devenu Togo. Qu'est-ce qui a amené à ce changement-là de nom, de dénomination? Merci. Donc, je le disais que Togodo était la localité dans laquelle il y avait un prêtre qu'on appelait Aveto. Donc, le rôle important que jouait le Aveto donnait plus d'importance à Togodo dans le littoral. Donc, les Allemands ont vite fait de signer le traité de protectorat avec le chef de Togodo. Mais plus tard, quand les Allemands vont vouloir attribuer le nom à leur nouvelle conquête, ils vont enlever le Do et donner à leur territoire Togoland, le territoire de Togo. Voilà. Donc, ça portait confusion alors entre le Togoland et le Togodo. Voilà pourquoi ça a évolué vers Togoville, pour dire que là, c'est une ville, c'est une localité, alors qu'ici, c'est le territoire. Il faut rappeler également que la constitution de l'espace territorial togolais, au début, a été l'objet d'un hasard. Nullement mandaté, Gustave Nachtigal trouve une opportunité pour signer un traité de protectorat avec les populations. C'est-à-dire qu'il était en train d'aller vers l'Égypte. Et il a entendu un cri d'appel de la part des commerçants installés sur la côte pour venir les protéger. Voilà pourquoi on parle de protectorat. Des commerçants étrangers. Les commerçants étrangers. C'est-à-dire qu'après l'abolition de l'esclavage, il y a eu des Occidentaux qui se sont reconvertis. Ils ne vendent plus les esclaves, mais ils sont installés sur les côtes africaines avec les comptoirs pour acheter ce que l'Europe avait besoin en ce moment en Afrique. L'Europe était en pleine révolution industrielle. Il y a des entreprises qui ont besoin des matières premières
qui n'existent pas en Europe. Le café, le cacao, le coton, le copra, les palmistes. Ça n'existe pas en Europe. Or, l'industrie avait besoin de ces palmistes-là pour fabriquer le savon, par exemple. Donc, du coup, il y a des commerçants qui sont spécialisés là-dedans. Ils étaient sur la côte et échangeaient avec l'Occident. Donc, un problème s'est posé. Du côté est, il y a le Dahomey, occupé par les Français. Du côté ouest, il y a la Gold Coast, occupée par les Anglais. Mais il y avait un hiatus entre les deux. Mais les deux savaient qu'il y avait un vide qu'il fallait, après avoir fini ici, venir conquérir. Le problème qui a occasionné le hasard, c'est lequel? À l'est, au niveau d'Anejo, les commerçants qui étaient là-bas étaient gênés par la lutte entre les cabecères Adigo et Lawson. Il y avait une lutte de clans. Les Adigo veulent se prévaloir de la perception des taxes sur les commerçants, alors que les Lawson en voulaient faire de même. C'est une menace pour les commerçants. Du côté ouest, il y avait également des commerçants qui faisaient des échanges, mais qui n'étaient sous le contrôle de personne. Mais l'administration anglaise va descendre vers eux pour leur demander d'arrêter leur contrebande, parce que leur commerce n'est sous le contrôle d'aucune puissance. Ils vont se déplacer pour fuir le contrôle anglais. Ils étaient à Keta. Ils vont se déplacer vers l'est pour venir à Denou. De Denou, ils vont commencer par faire leur contrebande. L'administration anglaise, dirigée par Firminger, descend encore à Denou pour les menacer. C'est de Denou qu'ils se déplacent vers Aflaou. Donc c'est là qu'ils seront lorsque Gustave Nachtigal passerait aussi. Donc double menace qui va amener les commerçants à appeler Gustave Nachtigal pour venir les protéger. Voilà pourquoi le Togo est appelé protectorat allemand. Donc en fait, la signature du protectorat, c'était beaucoup plus pour protéger le business, le commerce de ces personnes-là que de protéger le territoire. Il faut préciser que les Occidentaux ont toujours cherché un alibi pour occuper un territoire. Ils sont venus pour occuper le territoire, mais ils cherchent toujours un alibi. Au Bénin, on a dit que Bienzin enterrait les gens vivants. C'est pourquoi ils veulent arrêter cette barbarie-là. C'est pourquoi ils ont occupé le territoire. Ils ont toujours cherché un argument. Ici, c'est l'argument de protectorat. Mais si tel est le cas, on part sur ce principe, le Togo a été un protectorat allemand. Donc, juridiquement parlant, ça n'a pas été une colonie. Un protectorat allemand de 1884 à 1914. 1914 marque la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, les Allemands seront battus. Et toute la période de la guerre, les Français et les Anglais vont co-occuper le Togo. On appelle le Togo en ce moment condominium franco-britannique. Après la fin de la guerre, on va créer une structure qui va se charger de maintenir la paix dans le monde, la SDN. Elle va sanctionner les pays ayant déclenché la guerre. Parmi les sanctions, il y a la perte des territoires coloniaux. L'Allemagne perd ses territoires coloniaux. La SDN les récupère. Mais la SDN n'est pas un pays pour diriger. Alors la SDN se constitue en un mandant et choisit des mandataires. Donc le Togo est placé sous un statut international de territoire sous mandat de la SDN, confié à la France pour gestion. La France n'est pas venue conquérir le Togo. La France a conquis le Bénin, le Dahomey, mais elle n'a pas conquis le Togo. On lui a confié. Donc le Togo, juridiquement parlant, n'a jamais été une colonie française, mais un territoire placé sous mandat de la SDN, confié à la France en gestion. La différence, c'est quoi? La France doit faire un compte-rendu à la SDN. La SDN a un droit de regard. Les Togolais avaient la possibilité de protester ou d'aller se plaindre auprès de la SDN. S'il advient qu'un des termes du contrat qui lie la France avec la SDN venait à être enfreint. Donc c'est un peu la différence. Plus tard, la SDN va devenir obsolète parce qu'elle n'a pas pu maintenir la paix dans le monde avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. On va attendre que la guerre finisse en 1945 pour la mettre de côté et en lieu et place créer ce qu'on appelle l'ONU. L'ONU va tout simplement reprendre le passif et l'actif de la SDN. Donc les territoires sous mandat vont devenir des territoires sous tutelle. Le Togo passe alors de territoire sous mandat de la SDN à territoire sous tutelle de l'ONU, toujours administré par la France. Et c'est la période sous tutelle là qui va marquer la lutte pour l'indépendance.
Dès 45... De 45 à à 1960. Si vous voulez, 60, oui, 60. Alors, je voudrais bien, ayant parlé tantôt de l'Allemagne, du passage allemand ici au Togo. Les Allemands, vaincus à la Première Guerre mondiale, on leur a retiré leur territoire, mais leurs vestiges sont restés au Togo. Vous pouvez visiter le site de Kamina. C'est dans la préfecture, c'est dans la région des Plateaux, des éléments qui parlent. Hein. Samuel, vous avez sans doute été sur ce site. Cela vaut le détour. On va partir tout de suite avec notre correspondant Sylvain Aboudou qui nous fait justement découvrir le site touristique et historique de Kamina. Et c'était un endroit que n'importe qui ne doit pas rentrer. Voici les pylônes qui soutenaient l'émetteur de la radio Kamina lors de la Première Guerre mondiale. Certains en ruine et d'autres encore immobilisés sur le site. Des vestiges qui montrent à suffisance la présence des colons allemands au Togo lors de la lutte pour l'indépendance. Sur le site, un guide. Il assure la protection des vestiges de ce site rempli d'histoire. Là où nous sommes présentement, nous avons un bâtiment que vous avez à côté, c'est le bâtiment du gouverneur. Le terrain contenait des piliers aussi qui servaient le soutien des antennes. Il y a des barrages même qu'ils ont construits sur le terrain et ces barrages leur servirent de l'énergie pour pouvoir alimenter le site et pouvoir communiquer directement à Berlin avec l'Afrique de l'Ouest. Non loin de la résidence du gouverneur, la base même des Allemands. C'est ici que toutes les installations sont faites pour pouvoir alimenter le centre émetteur et communiquer directement avec Berlin. Ici aussi, les restes sont là et visibles. À l'entrée de la base, vous allez voir qu'ils ont construit une citerne d'eau. Ils ont barré une rivière qui leur servait de donner de l'énergie sur le site et pouvoir communiquer directement Berlin, l'administration, les bateaux sur la mer et tout avec l'Afrique de l'Ouest. Et ça les servait tout ça là. Bon. Cette base, dans les années 1913 et 1914, c'était leur poumon. Et c'était un endroit que n'importe qui ne doit pas rentrer dans les années 1913. Il faut être un agent de renseignement avant de pouvoir rentrer dans leur base ici. Donc, il ne permet pas à n'importe quel Allemand que tu dis que tu es Allemand et tu vas rentrer dans la base ici. Cette base était un endroit stratégique pour les Allemands. C'est un endroit secret. Donc, derrière nous, vous voyez une machine. Ces machines, c'est des machines qu'ils ont dynamitées. Quand la guerre les a surpris, il y a les tanks qui sont par terre, il y a les dynamites qui sont par terre. Et là où nous sommes ici, il y avait un tunnel, un bunker qui était sous bâtiment dans les années 1913 et 1914. Et dans les années là, quand vous rentrez ici, vous n'allez même pas savoir qu'il y avait le bunker. Le bunker était protégé et sous bâtiment. C'était leur base armée. À travers la célébration de ce 62e anniversaire, le gouvernement se souvient encore de ces sites qui ont marqué l'histoire du Togo. Des sites historiques à valoriser pour servir de lieu touristique et permettre aux générations futures de vivre la réalité de l'histoire. Ceci à travers les restes et traces présentes encore sur cet espace. Voilà donc quelques vestiges allemands qui restent, des souvenirs qu'on peut donc visiter pour s'enrichir de l'histoire du Togo. Tous les personnages, hormis le professeur d'histoire qui est là, sont nés donc avant les indépendances, ont quelques souvenirs de cette époque. Professeur Magloire Kwakouvi, vous étiez déjà né, hein, Oui, vous avez bien vécu sûr. ces périodes. Qu'est-ce que vous gardez encore en mémoire jusqu'en 1958, 56, 58? Qu'est-ce que vous gardez en mémoire de cette période? Oui, d'abord, l'école primaire avec un syllabaire à girafe. Il y avait une girafe sur ce syllabaire-là et nous avions commencé le Toto, tâte ta tête, Toto a été têtu. Et le charme de l'affaire, c'est que j'étais fils de douanier et j'ai commencé le CPE à Dapaon. Ah, ok. Et j'avais pour ami, justement, un homonyme, fils de gouverneur, qui s'appelait Marcel. Et l'un des souvenirs de cette époque-là, c'est l'abattement des buffles. Vous savez que le buffle, il est terrible et féroce comme animal. Et c'était les gardes-cercles qui se chargeaient d'abattre ces buffles-là. Et on repartissait la viande aux douaniers, aux gardes secs et Non, autres. ça venait à la maison.
Ça venait à la maison et maman fabriquait du tchakpalo qu'elle vendait et que nous bougions également avec des pintades de frites et grillées pour 16 heures. Je me rappelais de la consigne, pas de douche, pas de pintade grillée. C'est clair. de vos souvenirs. Monsieur Tokanou également doit avoir des souvenirs de l'époque. Moi, j'étais né à Tchévier en 1943. Donc, j'ai connu un peu la guerre mondiale. Je ne suis pas conscient de cela. Mais tout le temps colonial, j'ai vécu. À Tchévier était le commandant Payer. C'est un Français. Donc, c'est lui qui gouvernait la région, la localité. Donc, moi, je m'appelle Kofi. Donc, quand son fils m'appelle Kofi, on était ensemble à l'école primaire. Donc, il a demandé l'explication du nom Kofi. Et on lui a dit que si la personne est née vendredi, il s'appelle Kofi. Donc, comme son fils aussi est né le vendredi, il lui a donné mon nom. Donc, Kofi. Kofi Payer, finalement. Donc, j'ai l'habitude de visiter la maison royale, je dirais. Donc, quand le commandant était parti en Europe, il m'a ramené un pantalon qu'on appelait pantalon de Noutari. Oui. Le bas est enflé. Oui. Donc, et puis, il n'y avait pas d'eau à Tchévier en ces périodes. C'est vraiment sec pendant la période vraiment. Donc, moi, j'ai la chance... Le privilège d'aller à la maison du gouverneur. Attends, la classe quand même. Hein, et puis, à la fin de même. l'année scolaire, bon, on présente un spectacle de poésie, de récitation. Donc, j'ai beaucoup excellé là-dedans. Et je suis devenu partenaire Alors, aujourd'hui, vous êtes dramaturge, vous êtes resté sur la scène. Donc voilà quoi. Voilà, vous l'avez eu passé depuis à tout petit. Tchévier, Oui, c'est vous ça. dites quelque chose qui m'interpelle, moi, parce qu'aujourd'hui, les gens font beaucoup de comparaisons entre le niveau scolaire d'aujourd'hui et d'avant. Comment était l'éducation à l'époque? Il y avait beaucoup de rigueur ou c'était comment? Beaucoup de rigueur. Il y avait la verve en ce moment. Hein, si tu n'agis pas bien, on te frappe. Hein. Tu es corrigé à la maison, tu es corrigé à l'école. Même dans la rue, tu appartiens à tout le monde. La communauté. On peut te corriger là. Je me souviens un jour, bon, moi je suis à l'entrée de la ville de Tchévier. Pour aller à l'école, il faut passer par le stade actuel. Et à droite, il y a l'école des sœurs. Et puis maintenant, l'école des garçons. Bon, j'allais à l'école et j'ai vu les filles, elles sont très jolies dans leur... et je me suis accroché à... C'était une haie vive. Donc je me suis accroché pour regarder les filles. Elles sont très jolies. Et quelqu'un m'a tenu par le col et m'a amené. On m'a battu sous le drapeau avant la rentrée des classes. Il fallait aller à l'école. Donc tu es surveillé partout. Ouais. C'était l'éducation en ce temps-là. Il y avait la verbe qui nous corrigeait. C'est ça, c'est cela. C'est pas facile. C'est cela. La vie. Alors, monsieur Gomez a de beaux souvenirs également à partager avec nous. Oui. J'étais à l'école officielle Boubacar. C'est où? À Lomé? À Lomé, ici. Dans quel quartier, dites-nous? Le quartier à Guiacom, le cinéma Rex. D'accord. Ben, j'étais à l'école en ce moment-là, mais c'était la période où il manquait de vivres à Lomé. C'était la période de 39-45. OK. L'effort de guerre emmenait les vivres en Europe. Voilà. Les paysans devaient cotiser du maïs et de la noix palmiste et tout un panoplie de biens qui manquaient en Europe. À l'école, nous recevions les fournitures gratuites. Ardoise, on venait à l'école avec le sac à la rentrée et on recevait les cahiers faits en papier ciment. Il n'y avait pas de papier blanc. Les pages sur lesquelles il fallait écrire? Oui. Ah bon, OK. Et on nous donnait un crayon, 2 porte-plumes
des plumes sergent et Vaza, et on nous faisait l'encre à l'école. Oui, on écrivait, c'était très joli. Oui. Ben, c'était une belle période pour nous les enfants. On ne comprenait pas la difficulté qu'éprouvaient les parents pour nous nourrir. À l'époque, il y avait un magasin près des châteaux d'eau jumeaux, là. Les châteaux d'eau. Dans quel quartier? Dans les rails. Du côté Oui. de SOG, Du côté de SOG. Et il y avait, polyclinique. avant la polyclinique, il y a les 2 châteaux d'eau. Juste à côté, il y avait un magasin qu'on appelait la SIP, Société indigène de prévoyance. SIP. Le commandant René Maillet, qui commandait Lomé à l'époque, le cercle de Lomé, allait au nord chercher du riz rouge qui a malheureusement disparu maintenant. Il amenait du riz, et du sorgho, du millet. Le maïs manquait à Lomé et tous ces produits ramenés du nord étaient stockés dans les magasins de la SIP. Ok. Les fils de fonctionnaires avaient droit à 2 kilos de maïs, 2 kilos de sorgho et 2 kilos de riz par semaine. Offert? Non, Ils achetaient? acheté. Ok. Acheté, mais comme il y avait le rationnement, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un parent fonctionnaire ne pouvaient que acheter aux fonctionnaires ce que ces derniers avaient déjà acheté dans le commerce. Voilà, donc il y avait tout un trafic. Il y avait pendant ce temps 2 boulangeries dans Lomé. Il y a Madame Baïta qui faisait du pain à la façon anglaise, qu'on appelait le pain d'aplaou, fait avec la farine anglaise, et le bon pain qu'on faisait avec la farine française. La boulangerie était où? La boulangerie était non, avant Sopé. C'était la prison civile qui produisait le pain. La boulangerie était située à la prison civile ou bien c'était lié à la prison? Dans la prison. Dans la prison, ok. Ouais, ouais. Ah, donc les prisonniers étaient utilisés à produire travaux d'intérêt public, c'est plutôt chouette. C'était tout cela faisait la beauté de la chose pour nous. Et la deuxième boulangerie, rapidement, elle était où, à Lomé? Elle était juste derrière la maison des sœurs, Notre-Dame. Oui, oui. C'est la famille Baka, si je me souviens, qui s'occupait de la fabrication du pain. Du pain. Ah, voilà. Vous devez aimer le pain pour garder le souvenir du pain. Tout à fait. Depuis avant 1960. Samuel. Monsieur Olympio? Oui, je voudrais compléter l'histoire de mon frère de tout à l'heure. Oui. C'est qu'entre-temps, il y a, en 1883, il y avait une guerre à Anéro entre Glidi et avec les actions d'Adjé et les Adigo. C'est ça. Et en ce moment, Bismarck avait envoyé une corvette sur la côte ouest africaine et les Adigo ont eu recours à cette corvette pour pouvoir battre les actions d'Adjé. C'est ça, les Toubans. Exactement. Bismarck, c'est allemand. Il est allemand. C'est allemand. Il est allemand. Oui, c'était le chancelier allemand de l'époque. du temps. C'était le chancelier allemand. Déjà avant, comme quoi l'intervention allemande s'annonçait déjà avant la signature du traité. La signature du traité. C'était en 1880. Oui. Voilà, super.
Alors, d'accord. Maintenant, il y a cette période aussi qui est très importante dans l'histoire du Togo. 1956, si on était à l'école, on leur demanderait que te rappelle la date de 1956. Docteur Halorou. Merci. C'est tout un enchevêtrement de faits qu'il faut raconter d'abord avant de parler des années 56. La période tutélaire qui va de 45 à 60 a été la période de l'autodétermination. Grosso modo, on peut scinder cette période en deux phases. Il y a une phase où on va appeler la suprématie des partis nationalistes. Et une autre phase, et celle-ci-là, la suprématie des partis nationalistes va de 1946 à 1951. Et la deuxième phase, elle va de 51 à 58. C'est la suprématie des partis progressistes. Avant de parler des partis politiques, pourquoi on a créé les partis politiques? C'est à partir de 1945 que la vie politique est née au Togo. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus rien n'a plus été comme avant dans les territoires coloniaux. Il y a eu l'éveil du sentiment nationaliste. Et la France a vite fait de dévancer les faits en innovant, en mettant en place des stratégies pour pouvoir durer aussi longtemps dans les territoires coloniaux. Elle va mettre sur pied 4 stratégies. La première, c'est la conférence de Brazzaville, 1944. La deuxième, c'est l'Union française, 1946. La troisième, c'est la loi cadre, ou la loi qui instaure l'autonomie, 1956. Et la quatrième, c'est la communauté française. Qu'est-ce que chaque stratégie met en place? En 1944, la France dit que dorénavant, elle va mettre sur pied une politique de gestion intégrée. Elle va intégrer les populations colonisées à la gestion. Elle a émis l'idée en 1944. En 1946, on va mettre ça en application avec la création des assemblées représentatives. Et la représentation de chaque colonie ou chaque territoire colonial par un député à l'Assemblée française. En 1956, elle dit maintenant vous avez une autonomie, une indépendance partielle. Vous avez une assemblée, un gouvernement avec des ministres, sauf les affaires étrangères, les finances et la défense. Et en 1958, la communauté française. Alors tout ça, c'était sous l'autorisation de l'ONU? Ça, c'est de façon générale pour les territoires coloniaux. Pour tous les territoires. Maintenant, on va superposer le Togo à toutes ces étapes. Le Togo, en tant que territoire placé sous la tutelle de l'ONU et confié à la France, chaque année, la France doit faire un rapport annuel pour envoyer à l'ONU. Si vous allez aux archives, il y a jusqu'à présent ces rapports de 1946 à 1960. Chaque année, il y a un rapport. La France dit en 1944 qu'elle veut avoir une gestion intégrée. En 1945, on tient une conférence. Jean Noutari, qui a représenté le Togo à la conférence de 1944, tient une conférence en mai 1945 avec les Togolais, majoritairement du Sud, notamment la présence de Sylvanus Olympio, pour leur dire l'idée de la France, que bientôt, on va ouvrir le champ politique. Vous allez créer les partis politiques, vous aurez une assemblée représentative, mais vous aurez également la possibilité d'avoir une citoyenneté française. En 1945, on tient une conférence pour leur dire ça. Sylvanus Olympio dit non. Il prend le premier la parole et dit « Nous ne voulons pas de la citoyenneté française, nous voulons évoluer dans notre cadre ici, togolais. » Alors, cette intervention va permettre à la France de détecter qu'au Togo, il y a un nationalisme précoce. Il faut l'étouffer, selon la France. Il faut l'étouffer très tôt, avant que ça ne contamine les autres territoires coloniaux. Alors, comment on va l'étouffer? Quand il s'est agi de créer les partis politiques, Sylvanus Olympio s'activait à créer le CUT, Comité de l'unité française, Comité de l'unité togolaise, excusez-moi, qui est un parti qui réclame l'indépendance immédiate, le départ aujourd'hui et maintenant de la France, et qui veut aussi la réunification des deux Togos, le Togo britannique et le Togo oriental. La France, pour casser ce rythme, va chercher quelques Togolais et leur insuffler l'idée de créer un parti politique qui aura pour action de contrecarrer l'action de Sylvanus Olympio. C'est ainsi que, avant que Sylvanus Olympio ne crée son parti politique, le CUT, le 26 avril 1946, la France a déjà joué avec son cousin
Pedro Limpio, qui va créer le PTP le 9 avril 1941 et 46. PTP Alors, parti togolais pour le progrès. On a un clivage. La France a réussi à instaurer la politique de diviser pour mieux régner, pour casser le rythme du nationalisme. Pendant que les Cutards réclament l'indépendance immédiate, les progressistes réclament l'indépendance, mais dans la collaboration, dans le progrès. C'est ainsi que, lors des élections de 1946, pour avoir les membres de l'Assemblée représentative et avoir le délégué du Togo à l'Assemblée française, le CUT va battre le PTP. Le CUT était très populaire. Les gens étaient acquis à l'indépendance que dans le progrès. L'Assemblée représentative est en majorité nationaliste. Toute loi qu'on amène à l'Assemblée et qui ne va pas dans le sens de l'autodétermination est bloquée. Elle est rejetée. Celui qui a représenté le Togo en France, Martin Akou, a battu aux élections Nicolas Grunetzky du PTP. Toute loi votée en France qui n'allait pas dans le sens de l'autodétermination, qui n'avantage pas la colonie togolaise, le territoire colonial togolais, il bloquait. Donc du coup, cette période est appelée la suprématie des partis nationalistes, de 1946 à 1951. Au renouvellement des membres de l'Assemblée représentative, la France va s'ingérer dans le jeu politique, en aidant les partis politiques proches d'elle à gagner les élections au niveau local et au niveau international. Ce qui fut fait. Aux élections de 1951, le CUT a perdu la majorité, le PTP a pris la majorité. Martin Akou a perdu la bataille devant Nicolas Grunetzky. Commence alors la suprématie des partis progressistes. Et c'est là que va advenir la date de 1956 dont on va parler. Voilà. Donc, pendant que les progressistes ont pris la majorité à l'Assemblée, ils ne se sont pas contentés de gérer leur suprématie. Ils ont plutôt, à côté, adopté la politique de la chasse aux sorcières aux nationalistes. Ils sont allés même jusqu'à interdire le mot ablaudé aux nationalistes. Alors, on va partager... Et leur interdire la tenue des réunions. Allez, on va partager les souvenirs des seniors sur le plateau, sur cette époque. Les applaudissements dont on avait peur, non, c'est pas ça. C'est plutôt ça, non? Oui, vos parents, à l'époque, s'ils militaient un peu dans certains partis, je vais m'orienter plutôt vers Monsieur Olympio, ici présent, famille de Sylvanus Olympio. Vous étiez très jeune à l'époque. Sylvanus Olympio, c'est votre frère. Mais sinon, si on veut être précis, on dira c'est votre cousin qui venait chez vous tous les dimanches après la messe, venait chez votre papa. Il était déjà engagé en politique. Donc je présume que s'il venait souvent à la maison chez vos parents, il devrait discuter politique. Je voudrais, dans un premier temps, intervenir au sujet de CUT. C'était un cercle de réflexion formé par le gouverneur Montagnier. Le CUT. Le CUT. C'est au retour de Sylvanus de Paris, où il a été nommé directeur de l'UAC et l'UAC France. L'UACC. Unilever. C'est une maison déjà à l'époque. Oui, Unilever. United African of Company. Ok. Voilà. De retour, qu'il trouvait que le cercle de réflexion là ne correspondait pas à leurs souhaits. Et il a changé ça en parti politique. Et qui est le CUT, qui a gagné des élections, tout ça là. Alors, à l'époque où les progressistes avaient la cote, j'imagine que votre tonton avait des soucis. Il se cachait pour les réunions. Exactement, parce que dans un premier temps, quand il a été envoyé en France, c'est juste pour l'éloigner de la politique. C'est juste pour l'éloigner. Il a trouvé ça bizarre, nommé directeur, un Africain en France. Il a trouvé une belle promotion quand même. Oui, c'était une promotion. Mais il est revenu, il a démissionné. Il est revenu pour, disons, être chargé du CUT, du parti politique. De orienter les visions de ce parti selon les aspirations des Togolais. Et cela exaspérait exactement les Blancs
qui étaient déjà au Togo. Alors, est-ce qu'il vous revient peut-être des histoires, des anecdotes quant à comment vos parents, sans doute, et puis peut-être lui, se cachaient pour des réunions ou alors des brimades qu'ils auraient pu subir? Oui, on nous a raconté ça et je me remets au souvenir de Atakpa Meto. Et quand il faisait les campagnes, tout ça là, quand il y a réunion, il se disait, je vais le dire en minant, et bon, c'est à Fungane Meto Neneda. Il y a réunion à 16h. Voilà, il y a réunion à 16h. C'était l'anecdote. Et il se passait les mots. Et à Néo, on nous dit qu'on faisait même les frappes sur la lagune. Et quand intervenaient les Blancs, ils laissaient la machine tomber dans l'eau avec des calebasses comme support et flotteur, exactement. Super. D'autres souvenirs de cette période? Oui. A été une période, disons, malheureuse, où il y avait beaucoup de violence. Le progrès au pouvoir était toléré par l'administration qui n'intervenait pas quand le progrès allait en guerre contre les nationalistes. Il y avait eu beaucoup de violence. Mais à partir de 1956, le jeu a changé. C'est la période de l'autonomie, de 1956 à 1958. En 1958, ça a été le retour de la manivelle. Maintenant, en 1958, les Cuitards se sont organisés aussi. Mais dans les deux cas, la jeunesse était très forte. Et on aurait pu utiliser cette jeunesse à quelque chose de pratique, d'utile. Mais on les poussait les uns contre les autres. C'était le culte contre le progrès. La Juventus et les autres suivaient. Tant que les batailles intestines, les querelles intestines pouvaient retarder l'échéance de l'indépendance, ça arrangeait bien les affaires de quelqu'un. Ça permettait à la France de... Rapidement, oui. Ça permettait à la France d'avoir son mot, de dire que le pays n'était pas prêt pour un changement politique. S'auto-assumer, oui. C'était ça. C'est ça. L'historien, rapidement, pour... Oui, et comme le temps était très bref, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais c'est pour expliquer un peu ce que papa a dit. Le culte, quand on veut parler... brièvement, mais rapidement. Oui. L'histoire de la naissance du culte. Il a parlé d'un cercle de réflexion. Il s'appelait le CAF, le Cercle des Amitiés Françaises. C'est Lucien Montagnier qui a créé le CAF. Lucien Montagnier, c'est le commissaire de la République qui a remplacé Robert de Guise. Robert de Guise était commissaire de la République quand il y a eu une crise économique de 1929. La crise a été sévèrement atteinte et a sévèrement atteint le Togo. Et les femmes ont eu, les femmes qui étaient le cœur de l'économie togolaise à travers le commerce, ont créé un ras-le-bol à travers une manifestation. La révolte des femmes de Lomé. En janvier 1933. Alors ça a amené les Togolais à vomir les Français. Alors que les Français, quand ils sont arrivés au Togo, ils ont voulu que les Togolais disent qu'ils sont mieux que les Allemands qui étaient précédemment au Togo. Donc on a vite fait de changer Robert de Guise et d'amener Lucien Montagnier qui est chargé de redorer l'image le blason donc de la France et donc la création de ce Il a créé le CAF, il a créé le Fréau Jardin, il a créé le stade Omnisport. Le stade Omnisport qui était le symbole des festivités sportives entre Togolais et Français. Le Fréau Jardin, il y avait le maire qui s'appelait Fréau. Il a vu le maire, il lui a dit de lui donner un espace où les Togolais et les Français vont se recréer afin de resserrer les liens. C'est ça qui a donné Fréau Jardin. Et il a créé un cercle de réflexion, le CAF, Cercle des Amitiés Françaises. Donc c'est pour Sylvanus Olympio de retour de la France va être un des membres du bureau du CAF. Donc quand, en 1945, on a ouvert le jeu politique et une loi autorise la création des partis politiques, il a vite fait de changer les statuts du CAF pour le transformer en parti politique. C'est pourquoi souvent on dit que Sylvanus Olympio a transformé un instrument de la France
pour combattre la La France. France, c'est clair. Monsieur Ça Tokano, se comprend. maintenant, pour vous, puisqu'on parle de cette période-là qui a opposé des progressistes, des nationalistes contre les progressistes, vous étiez bien évidemment jeune. Qu'est-ce qui revient dans votre esprit? Avant ça, Georges Clemenceau était au stade municipal. Voilà. La statue. Ça statue, Comme ça, on ça l'appelait statue. d'ailleurs. La statue, Bon, oui. moi, j'ai été acteur sans savoir à quel jeu je jouais. Parce que je suivais mon papa. Il m'a entraîné. Donc, il m'a fait un sac en raffia. Parlez dans le micro. Dans le micro, parlez dans le Parlez micro, dans le s'il vous micro. plaît. Oui. Il m'a fait un sac en raffia. Quand le manche est à l'épaule droite, le sac même est à gauche, en bandoulière. Donc, il mettait son tricot, son t-shirt dedans, que moi je porte. Parce qu'ils allaient à la réunion du culte à Gbandahonou, à Blodehougamé. Donc, il me dépose à Sivime. Moi, je prends à pied pour contourner, passer par les rails de Gakoji et la polyclinique et passer entre les deux châteaux pour les rejoindre à Blodehougamé. Or, un jour, au niveau de Gakoji, veut dire de la polyclinique, j'étais arrêté et on veut voir ce que j'ai dans le sac. J'ai commencé par bégayer, trembler. Donc, il s'est mis à rire de moi et appelait son frère. Au moment de retourner, j'étais déjà... Parce qu'il y avait des points de contrôle, il y avait des checkpoints comme ça. C'était une lutte âpre entre les nationaux. Donc, on surveillait tout. Il y avait la polémique même. Ce parti chante contre l'autre parti. Les gens qui... Il y a une lutte âpre. Il y a même une chanson Oui. pour refuser aux nationalistes d'aller à une réunion à Anéro. Anéro. C'est ça. Obe-Wamayo, Obe-Wamayo, digo Obe-Wamayo, 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 digo Obe-Wamayo, Ganke mi Anéro. Voilà, donc j'ai été victime comme ça. Mais après, j'ai compris. À l'indépendance, j'avais 17 ans. J'étais en plein adolescent en ce moment. Donc, c'est nous qui avions participé à la jeunesse qui est mobilisée pour demander vraiment que nous ayons l'indépendance. Allez, rapidement, l'historien va préciser quelque chose. Sur ces faits, comme je le disais, c'est dans la droite ligne de la politique de diviser pour mieux régner de la France, pour essayer de casser le rythme du nationalisme, que tout ceci s'est passé. Comme le papa l'a dit, il fermait les yeux sur les forfaitures des progressistes. Et on interdisait aux nationalistes de tenir les réunions. Et heureusement pour eux, ils ont eu un bras financier qu'on appelle Augustino. Pas de Souza. Pas de Souza, en fait, c'est le diminutif de papa. Il était vieux. Il a fait toute sa vie à l'époque allemande. Quand les Allemands voulaient partir, ils l'ont légué beaucoup de plantations. Il est devenu un personnage richissime. Il offrait volontiers ses maisons comme lieu de réunion. Et les femmes, comme le disait papa, avaient des chansonnets. Dès qu'on chante ça, vous savez qu'il y a réunion dans la maison de Souza. Et à telle heure. Voilà, donc ce n'est pas pour rien que vous allez constater qu'à Baie, il y a des quartiers, pas de Souza, Souza Netime et consorts. Donc c'était une période où vraiment les nationalistes ont vécu une calvaire de la part des progressistes avec l'appui de l'administration coloniale française. Ce qui va changer. Ce qui va changer à partir de 58. Mais avant d'aller à 58, que s'est-il passé? La France a innové dans ses stratégies, comme je vous l'ai dit. En 56, elle a parlé de la loi cadre. La loi cadre dit que les territoires coloniaux vont avoir une autonomie, une indépendance partielle. Donc maintenant, nous, on gère bien. Vous avez non seulement une assemblée, vous avez un gouvernement. Sylvanus Olympio et ses compères avaient pris une résolution. Après que la France ait aidé les progressistes en 51 à les battre aux élections, ils ont dit qu'ils vont boycotter toute échéance électorale si elle est organisée dans de pareilles situations. Donc du coup, en 56, la France a trouvé un boulevard. Elle dit, on va instaurer la République autonome au Togo. Allez voter si vous voulez
vous votez oui. Si vous ne voulez pas, vous votez non. Or, ceux qui doivent voter non ont boycotté. Donc le oui a remporté. C'est seulement ceux qui ont voulu que ce soit Qui sont allés voter. Ouais. Et elle a encore ajouté quelque chose là-dedans. Elle dit, si vous votez oui pour l'instauration de l'autonomie, vous votez oui aussi pour la levée de la tutelle de l'ONU sur le Togo. Donc l'ONU n'a plus droit de regard sur le Togo. La France n'a plus à envoyer un rapport et les Togolais ne peuvent plus aller se plaindre auprès de l'ONU. Tout ceci a été voté en 1956. Et donc le Togo est devenu une république autonome. Il y a le drapeau de la république autonome. Oui. Sur le truc là. Deux étoiles rouges dans les coins. Alors rapidement... Donc, quand on a instauré la République autonome, les nationalistes ne vont pas croiser les bras. Ils vont utiliser leur cartouche qui consistait à aller se plaindre aux Nations Unies. Ils sont allés se plaindre aux Nations Unies avec un mémorandum. Les Nations Unies ont réagi avec l'envoi d'un missionnaire. Il est venu pour observer. Il s'appelle Charles King, c'est un Libérien. Il est venu pour observer ce qui se passe au Togo. Arrivé à l'aéroport, les nationalistes ont voulu manifester devant lui. On les a dispersés. C'est parti remise. Au stade municipal, on montait le drapeau de la République autonome quand deux jeunes de la Juventus se sont déchaînés de la foule, sont venus faire descendre les couleurs et ont déchiré le drapeau. Quelqu'un est témoin de cette affaire? Oui. Monsieur Gomez. Oui. J'étais au stade ce jour-là. Oui, quand les jeunes ont déchiré le drapeau du Togo autonome. Oui. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est un groupe de jeunes qui est intervenu juste au moment où on chantait l'hymne national. Et certains sont montés sur les épaules des autres pour attraper les drisses du drapeau et l'ont ramené de force. Ils ont été sauvagement battus. Ça n'a pas été facile du tout. Mais l'international qui est venu était debout, calme, et il observait. Il devait faire son rapport par la suite. Oui. Ou bien M. Kokuyo, il a dû faire son rapport. Moi, j'étais au stade également, oui. Parce que papa était à Plaou. Donc, je me suis... Le micro, votre micro. Je me suis faufilé sous les gens parce que rapidement, j'ai dû passer par la maison du parti. Quand ça chauffait au stade? Oui, quand ça chauffait, maison du parti, quand je viens copper. Puis je suis rapidement allé à la maison. Mais je me rappelle qu'il y avait les vendeuses de bonbons qui avaient perdu leur étalage. Je m'étais servi un peu avant de partir. Les bonbons étaient dispersés au sol, oui, c'est cela. Moi, j'ai escaladé le mur pour tomber à la gendarmerie qui était derrière là-bas. La gendarmerie mobile. À 100 mètres plat. Ah, ça, il fallait je sauver suis sa vie. arrivé à Nous, on était en uniforme scolaire et à assister à la chose. C'est au moment où on montait le drapeau que c'est arrivé que deux jeunes surgissent de la foule pour aller tirer. Et ce jour-là, si ce n'est pas M. Fiao, ce serait M. Gruniski qui a été tabassé, chicoté par les jeunes. Les jeunes, de la Juventus. De la Juventus. Oui, de la Juventus, au terrain. Mais c'est intéressant, M. Olympio, cette période, parce que là, on voit que pratiquement vous tous, vous étiez au stade. Oui. Pourquoi que pas majeur Qu'est-ce qui expliquait ça, que tout le monde ait convergé vers le stade? Pour un événement qui ne partageait pas forcément. Non, curieusement, pour nous, on était en uniforme scolaire. Pour les élèves, voilà. de participer. Et c'est curieux, c'est ça qui était curieux. Et on comprenait honnêtement rien. Super, oui. Moi, je conduisais une troupe de scouts qui devait servir à boire de l'eau aux manifestants. Et j'étais donc devant la tribune. Alors, j'ai vu faire. C'est cela. C'est cela. Mais ça n'a pas... Il a dû rendre compte, donc, l'émissaire de l'ONU. A rendu compte. Et ça a précipité les choses jusqu'en 58. Il faut rappeler que, en parlant des partis politiques, j'avais parlé du CUT, qui est né en 46, et du PTP, qui est né en 46 également. En 51, deux partis vont venir accompagner ces deux partis. La Juventus, Justice, Union, Vigilance
égalité, nationalisme, ténacité, optimisme. Wow. Va venir s'adjoindre. Oui. Va venir s'adjoindre au CUT. Ça fait les partis nationalistes. Oui. Et l'UCPN, Union des chefs et populations du Nord, va venir s'adjoindre au parti progressiste. Progressiste. L'explication qu'il faut donner là-bas, c'est que la mayonnaise de la politique de diviser pour mieux régner a tellement pris. À tel point qu'on a créé un parti régionaliste spécialement déjà à dédié au l'époque. Nord. Comment en est-on arrivé là? Au début de CUT, Mais rapidement, professeur, docteur, hein, sur cet aspect, rapidement, parce qu'on doit passer oui. à la période Au début du 58, CUT, le CUT voulait créer un Évéland, Eveland. Voilà. un État élevé Éveland, oui. qui prenait le sud du Togo, du Bénin et du Ghana. La France a vite fait de manipuler les gens du Nord pour leur dire, si vous suivez Olympio, il va créer un État du Sud. C'est ça. Et ils ont créé État du l'UCPN. Nord, ouais. Donc c'est la manipulation pour diviser et qui fait le jeu de la France pour dire que les Togolais ne sont pas prêts pour l'indépendance. C'est ça. Voilà, donc du coup, on va rapidement aller en 56. Oui, le monsieur, il En va rendre 56, compte à l'autonomie l'ONU est de ce instaurée. qu'il a vu. Oui. En 57, le missionnaire est venu observer suite aux pétitions des nationalistes. Alors, il va faire un rapport. Mais avant de faire son rapport, il y a eu un autre événement dans le Nord. Il n'a pas fait que Lomé. Il est allé à travers tous les territoires. À Tablibo, il y a eu également des manifestations devant lui. Ça a été dispersé. Mais le point d'orgue a été au nord, à Pia, Pierre Rodot. le 21 juin 1957. Il était là quand un groupe de manifestants a voulu manifester leur refus de la République autonome, de l'autonomie qu'on a instaurée. Les soldats de la coloniale ont attrapé le meneur, un certain Bouillon Moupé. Et quand on a attrapé le meneur, c'était une débandade. Ils réclamaient qu'on le lâche et ont bouché tous les artères. Alors l'armée coloniale a tiré sur la foule, faisant une vingtaine de morts. C'est ça qu'on commémore chaque 21 juin, la fête des martyrs. Oui, c'est ça qu'on commémorait, les martyrs de Pierre Rodot qui se sont ouverts aux autres martyrs du Togo, commémorés donc. Donc c'est le l'ensemble de 21 tout ça juin. là, accompagné aussi d'une femme qui s'est déguisée en folle pour s'introduire à l'hôtel où est logé le missionnaire pour lui glisser remettre, le mémorandum des nationalistes. Nationalistes. Parce que si elle ne s'était pas déguisée en folle, on ne lui laisserait pas Laisserait rentrer. pas la place pour passer. Alors, Le rapport a conclu que l'ONU annule la République autonome instaurée en il fallait 56. passer aux élections maintenant. Alors l'ONU dit, en 58, on va passer à nouveau aux élections. Mais cette fois-ci, l'ONU va superviser Voilà. et appelle les partis qui boycottaient à rejoindre le jeu politique. Ça a mis les partis En confiance. nationalistes en confiance qui ont rejoint le jeu politique. Alors, Cette fois-ci, l'élection de 58, il n'y a personne parmi nous ici qui a voté. Quelqu'un a voté? Vous aviez voté à l'époque? Ah oui? Mais c'était au matin des élections. Alors, c'était quelle élection? C'était quel titre pour ces élections? C'était voilà, quoi? donc c'était une élection cruciale. Quand on Ça s'appelait parle de comment? l'histoire du Togo, le 27 avril 58 a été une date très importante. C'était un dimanche. Élection? Voilà. L'élection avait 3 objectifs. Déterminer si le Togo veut que le statut de l'ONU soit maintenu ou pas. Voter pour le CUT, c'est voter pour la levée de la tutelle de l'ONU. Voter pour le PTP et l'UCPN, c'est voter pour le maintien de la tutelle de l'ONU. Mettre fin à la République autonome. Voter pour le PTP, c'est considérer que la République autonome est maintenue. Voter pour le CUT, c'est voter pour la fin de la République autonome catégoriquement. Le troisième objectif? Et le troisième objectif, c'était de voter pour élire les membres de l'Assemblée représentative. Un début d'Assemblée nationale. C'était une Assemblée Une nationale. Assemblée Depuis nationale, c'est 1946. ça. OK. Et il faut ajouter également que lorsque la République autonome a été instaurée, on a mis sur pied un gouvernement, OK. c'est-à-dire un premier ministre et des ministres. Super. Donc le premier ministre était Nicolas Grunitzky et il a mis sur pied un gouvernement. C'est cela. Alors, vous avez voté ce dimanche-là, hein, M. Gomez. Oui. Vous avez voté pour, aujourd'hui on peut le dire, Pour le quel- culte, à l'époque, J'ai voté pour ma conscience. c'est-à-dire... C'est le secret des urnes toujours. C'est ça, C'est c'est cela. toujours le Et secret. les résultats ont été donnés. Nous avons tous veillé et nous étions dans les cours d'école où on faisait, Les décomptes des voix. où il y avait les urnes. Euh, Nous étions là
à minuit quand on a commencé à faire les calculs. Et le résultat est sorti. C'était quoi? 90% pour le culte. 90% pour le 90% pour le culte. C'était Ambiance dans générale, c'était voilà, quoi? toute la ville a changé à partir... Alors, dites-moi, où est-ce que ça a avant. été annoncé? À la radio? Ou, je sais pas, où est-ce que c'est souvent annoncé? C'était dans les cours d'école. Donc, j'imagine que c'était des résultats quand même Oui. locaux. Après, Qu'ils ont ramassé, ok. Annoncé au niveau national. On disait les rapports, on attendait depuis 16 heures que le scrutin est terminé. De 16 heures jusqu'à minuit, on attendait les rapports des bureaux. Alors, vos bureaux. souvenirs de cette nuit-là, après, quand on a annoncé 90%, Comme on est en histoire, je voudrais rappeler que T'as c'est parlé le dans le gouverneur micro. Digo Oui. qui a inventé l'UCPN. Digo, Ok. celui dont on a chanté la chanson. la tout à chanson, l'heure. là, c'est lui qui a inventé. Alors, vos souvenirs de cette nuit du 27 avril 58? Avant, pendant la journée, la période du vote, pendant la journée, les gens se bousculaient. Le Parti du Progrès était en mouvement dans les écoles et profitait pour faire des brimades aux gens. Mais bizarrement, quand on a annoncé le résultat cette nuit-là, ben, moi j'étais dans le quartier à Hanoukope, à l'école évangélique d'Hanoukope qui est en train d'être détruite là. Mais tout le quartier était en liesse, les gens ont changé. Et j'ai vu l'ancien vice-président, Meachi, sortir avec une bouteille et venir envers M. Nicolas Djondo, avec qui il ne s'entendait pas du tout. Ils étaient dans différents partis. L'un était quoi, l'autre était quoi, je sais pas. Djondo était de la Juventus Ok. et Meachi Meachi était était du parti des chefs du Nord. Ok, super. Mais ils ont célébré ensemble. Ensemble, il était progressiste. C'est ça. Ils ont célébré ensemble. Mais dans la rue, ils ont fraternisé. Cette nuit-là, les gens c'était vraiment formidable. Alors, souvenir de cette nuit, monsieur Le lendemain, c'était vraiment horrible. Horrible. J'ai dit horrible. Oui. Parce que les progressistes et les cultes se sont rentrés dedans. Ah, ok. Le lendemain. Oui, c'était un bain de sang dans la rue. À Moi, ces je élections? suis à Koketime, où il y avait les deux partis. Il y avait Taïrou, qui était progressiste, et les autres étaient du culte. Et le lieu de réunion du culte n'était même pas éloigné de la maison de Taïrou. Oui, oui, ce fut une bagarre terrible, horrible, je dirais. Bain de sang. On l'a vu. On était tout petits, mais on l'a vu. Est-ce que ça veut dire que ce scrutin du 27 avril 1958, cette victoire écrasante du culte, était considérée comme un début d'indépendance déjà? Oui. C'est l'indépendance, ce n'est même pas un début. Okay. Mais pour revenir sur les faits de mes chers papas, rapidement, parce... Et ça dit que quand les élections s'opéraient, le culte et la Juventus se sont mis en coalition. Il y avait la coalition culte-Juventus. À la tête de Juventus, il y avait Anani Santos. Et le culte était à sa tête Sylvanus Olympio. L'UCPN est venu également, le PTP est venu également, et il y avait les indépendants. Sur le total des sièges, il y avait 30 sièges pour le culte et la Juventus, 10 sièges pour le PTP, 4 pour les indépendants, 3 pour l'UCPN. Et les indépendants ont pris leur voix pour ajouter
à Aux celle nationalistes. des nationalistes, Super. ce qui donne une victoire écrasante. Écrasante. C'est synonyme de l'indépendance. Alors pourquoi est-ce qu'on a attendu 60 Qu'est-ce qui explique le battement 58-60 puisqu'aujourd'hui on célèbre le 27 avril 1960 et pas 58? Voilà. Vous qui êtes historien, dites-nous rapidement. Donc, dès que les élections ont été remportées par les nationalistes, c'est synonyme de la fin de la tutelle, le départ de la France et donc l'indépendance. C'est d'ailleurs l'un des points sur lesquels Sylvanus Olympio ne va jamais s'entendre avec Anani Santos, son ami de la coalition. Pour Anani Santos, le même jour, on proclame l'indépendance. Mais pour Sylvanus Olympio, il fallait être sage. On ne peut pas proclamer l'indépendance alors que rien n'a été préparé pour l'indépendance. Il n'y a pas d'hymne, pas de drapeau, pas de monument de l'indépendance, pas d'infrastructure, pas d'emblème, pas d'armoirie. Voilà un ensemble de choses, d'éléments importants que Sylvanus Olympio a jugé bon que ce soit nécessaire avant la proclamation de l'indépendance. Et aussi, il faut noter que le Togo était sous les infusions économiques de la France. La France avait mis ce qu'on appelle les FIDES, Fonds d'investissement pour le développement économique et social. Ce sont des aides financières que la France donnait au pays sous domination. Donc, proclamer l'indépendance, c'est la fin de ces aides. Où le Togo va trouver de l'argent pour continuer à fonctionner. Donc, pour lui, il se dit qu'il a pris une décision sage de laisser le Togo se préparer pour une période transitoire de 2 ans. Il avait signifié ça dès le début, il a que 2 ans. Mais beaucoup de ses compères ne vont jamais le comprendre. Notamment Anani Santos de la Juventus. Anani Santos sera, après l'indépendance, le premier opposant à Sylvanus Olympio. Son ami de lutte. Donc, dès qu'il a décidé cela, il a mis sur pied une politique. Il dit que le Togo va se gouverner maintenant. La loi dit que à la suite des élections, on met sur pied un gouvernement. La France ne gère plus. La France gère maintenant ce qu'on appelle... les affaires courantes. L'autorité de l'État. Mais ne s'implique pas dans la gestion à proprement parler. Alors, pour vous qui étiez là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que dans l'administration, c'est progressivement, les Français sont partis puisqu'ils avaient encore 2 ans? Vous qui avez vécu l'époque, qu'est-ce qui a, Monsieur Tokanou, a changé? Parlez dans le micro. Dans le micro. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. C'est en ce moment, dans ce temps de préparation pour l'indépendance, que le président Olympio a fait construire l'hôtel Le Bénin pour pouvoir accueillir ceux qui viendront pour les festivités. Aux festivités de l'indépendance. Oui, monsieur Gomez, dans les administrations, ça changeait déjà, je sais pas. Oui, mais ça a été rapide quand même. Les Français n'ont pas tenu la pression longtemps. Bon, peut-être pour se dire, on vous laisse pouvoir, si vous pouvez vous en sortir, professeur Kwakouvi. C'est la période où dans les administrations, on a fait disparaître beaucoup de documents. On brûlait les documents des services. Professeur Kwakouvi, oui, vous voulez dire? Dans le micro. J'ajoute seulement qu'on a construit l'hôtel Le Bénin pour accueillir les hôtes de marque. Et on a construit le boulevard circulaire. Le boulevard circulaire également. Parce que la ville s'arrêtait à la lagune. Donc, et la veille de l'indépendance, la semaine avant le 27 avril 60, il avait fait badigeonner toutes les maisons qui longeaient le boulevard en blanc. Donc, si vous démarrez à la Pirogue, pour aller jusqu'à Plao, toutes les maisons à gauche et à droite étaient peintes en blanc. En blanc. Les clôtures. Ça, c'est le souvenir. Alors, puis, on arrive en 1960, je pense. L'indépendance, finalement. Ces 2 ans-là, Monsieur Olympio, est-ce que vous pensez que finalement, Sylvanus Olympio avait raison? Il fallait se préparer. Oui, il fallait se préparer, surtout qu'il fallait rembourser une dette à la France. Et il a tout préparé, il a tout fait pour rembourser la dette. C'était quelle dette? On ne savait pas. L'historien doit avoir le nom exact. Le FIDES. C'est le FIDES, là. C'était des prêts?
Oui, ce sont des aides financières que la France accordait aux territoires coloniaux sous forme de prêts. Donc, Sylvanus Olympio était un adepte d'une indépendance totale. Il n'était pas obligé de payer ça. Mais la France était stratégique. C'est maintenir le cordon ombilical juste même après l'indépendance. Donc, ne pas payer ça, c'est toujours être sous la France. Il était partisan d'une Afrique panafricaniste. Donc, il voulait totalement se désengager de la France et traiter avec elle d'égal à égal. Donc, durant ces 2 ans, il a épongé donc l'ardoise. Non seulement durant ces 2 ans. À partir du moment où la loi dit que le Premier ministre le Togo est transformé en République du Togo. République du Togo. C'était un pays indépendant, mais pas encore annoncé officiellement. Il se gouverne. Sylvanus Olympio a fait un discours, il dit je suis à la tête d'un pays qui va se gouverner désormais. Le Togo va passer du statut d'un pays gouverné au stade d'un pays qui se gouverne. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne célèbre donc pas 58 ? Les historiens, on était déjà indépendants. Les historiens célèbrent 58. On a tenu un colloque pour célébrer 58. Mais officiellement, c'est comme on prend une décision. Mais quand vous prenez une décision ou une loi à l'Assemblée, si le président ne promulgue pas, ça ne rend pas la loi applicable. Donc, l'indépendance a été acquise de fait. Mais officiellement, ça n'a pas été encore proclamé. Donc, ça sera proclamé 2 ans plus tard quand l'hymne sera conçu, le drapeau, les emblèmes, les infrastructures dans les principales villes et les décisions juridiques qui vont organiser le pays après l'indépendance. Et également la construction de l'étoile Ibis, qui a été le lieu où on a hébergé les autres qui sont arrivés. Alors je me dis que c'est sans doute pour garder cette même date, pour ne pas proclamer l'indépendance à une autre date. Ça ferait bien confusion. Que le 27 a été gardé pour 1960 et c'était un mercredi. C'était en semaine. C'était un jour férié. Est-ce que la veille était fériée ou le lendemain était férié pour préparer? Comment est-ce que vous avez vécu les préparatifs? Vous deviez être élève, j'imagine, les mouvements d'ensemble et compagnie. Nous avons aussi eu le témoignage de seniors à l'intérieur du pays. Je voudrais bien que rapidement nous allions à Kara, pour partager donc les souvenirs de 2 seniors qui sont interviewés par Nestor Mozo. Le Togo a eu son indépendance le 27 avril 1960. Cette indépendance a été proclamée. Et vous, en tant que jeune à l'époque, qu'est-ce que cela vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus par rapport à cet événement? J'étais très jeune. Je n'avais que 12 ans. Jusqu'à présent, ça fait, si on faut calculer, ça fait 62 ans que nous avons eu notre indépendance. Ce n'est pas le jour qu'on peut compter facilement. Donc, ce qui m'a marqué, il y avait plus de joie. Dans tous les coins, on jouait. Les gens dansaient, on criait. Donc, vraiment, c'était un jour qu'on attendait depuis longtemps, puisqu'il y avait un tiraillement entre les colonisateurs et nos dirigeants. Mais effectivement, nous avons eu ce jour grâce à Dieu qui nous a aidés. Et comment est-ce que personnellement, vous avez vécu cet événement, vous personnellement? Personnellement, vraiment, ça m'a marqué parce que je n'ai jamais vécu un temps pareil. En tant qu'un jeune, qu'est-ce qu'on peut distinguer si on dit qu'on a eu l'indépendance? Mais c'est général. Mais moi, personnellement, j'étais fou de joie. Puisque le jour-là, il fallait voir. J'étais avec mes patrons, sa famille tout entière. Il a donné beaucoup de choses à toute la famille. La joie surtout. Il a recommandé un mets spécial. L'indépendance du Togo, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous attendiez après cette indépendance-là? Ça signifie la libération totale du pays. On attend l'évolution, le développement. Et nous sommes en train de traverser ces époques. Donc, on ne peut pas trouver mieux que ce que nous sommes en train de vivre.
Je vous disais que cette célébration, elle n'est pas qu'à Lomé, hein, c'est une célébration complètement nationale. Vous étiez élève à l'époque, sans doute, à Dapan également. On va suivre un senior qui se rappelle, hein, des mouvements d'ensemble pour lesquels ils se sont préparés. J'imagine que vous avez également participé au mouvement d'ensemble dans vos uniformes. Gérard Lagoudou nous aide à écouter l'histoire racontée par ces seniors. En réalité, nous étions élèves à l'école centrale de Dapan. Nous avons été à l'école un peu tardivement. Nous avons déjà 16 ans à ce moment-là. Nous étions au CM1. On devait monter maintenant au CM2 en 1960. L'indépendance est arrivée. Nous autres élèves, ce qui nous intéressait, c'est le mouvement d'ensemble. Les enseignants nous ont choisi 15 par classe du C1 au CM2. Ce qui faisait 60 élèves. Et les grands de CM2 devaient animer les pyramides. Et c'est comme ça que chaque élève devait se trouver une tenue pour la circonstance. La tenue, c'était quoi? Il fallait une culotte kaki, un tricot blanc sans manches et avec un petit bâton de 50 cm. Bon, le jeu était joué. Nous étions encadrés par 4 enseignants et qui vraiment étaient de bons enseignants pour nous. Et c'était pour préparer l'indépendance. On a chanté, on a animé et c'était le mardi, dans la nuit, qu'on nous a rappelés à l'école centrale pour nous dire, demain matin, vous arrivez chacun à 6 heures. Alors, le mardi, c'était quelle date? Mardi, c'était le 26 avril. Le lendemain, c'était mercredi, le 27, pour l'indépendance. Donc, nous étions à l'école centrale, on nous a rappelés, on est revenu. Chacun chez lui, chacun chez soi, on est revenu. Le matin, déjà, à 6 heures, tout le monde était à l'école centrale pour l'événement. À un moment donné, quand nous on est arrivés, d'habitude, le drapeau, c'était à l'école centrale, au terrain, sur le grand terrain. Le drapeau, nous le montions ensemble. Mais ce jour-là, le drapeau français que nous montions était déjà au haut du mât. Et puis, les gendarmes sont arrivés en premier lieu avec le commandant du cercle, l'ancien commandant, c'était un blanc. Et c'est comme ça qu'après l'hymne, le nouveau commandant est parti s'asseoir à la tribune, c'était à l'école centrale, avec tout son groupe. Il y avait les chefs cantons, les chefs de village, tout ce monde-là était là. Et on a commencé notre mouvement d'ensemble devant tout ce groupe, ce qui était très beau. Les grands élèves ont démontré leur savoir-faire en faisant des pyramides, plusieurs sortes de pyramides. Puis les éclaireurs, qu'on appelle les scouts, sont venus aussi faire des jeux avec leurs bâtons. Et après ça, il y a eu les défilés de toute la population. Les gendarmes, les gardiens s'y ont défilé. Après ça, c'était les femmes, les hommes, tout ce monde-là, devant le nouveau préfet, le nouveau commandant de cercle, qui pour la première fois était un Togolais. Oui, en 1960, là, on était des enfants légèrement. On était chez nos papas. Notre papa, on est tellement ravis, on entend sur le mot qu'on aura l'indépendance, la liberté, et qu'on sera libre nous-mêmes. C'est à nous-mêmes qui vont donner des idées. C'est en ce temps-là qu'on a vécu ça, on était ravis. On ne connaissait rien, mais on était tellement ravis que quelque chose va se passer. Et la veille, le 26 avril, là, comment vous aviez avril, quel âge? Vous savez, j'avais 18 ans. Là, il y avait radio. La radio, la voix n'est pas tellement
route. On était à la radio, on entendait comment on dit, la musique. Il disait donc que tout le monde s'agglutinait autour d'une radio pour entendre les informations, quoique peut-être on n'en entendait pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose que d'être là. Le 26 à Lomé, le mouvement d'ensemble devait se tenir au stade de Georges Clemenceau, et il a plu le jour-là, Monsieur Olympio. Oui, et nous avons des tricots qui ont dégorgé sur le kaki qu'on portait disons, l'euro était teint de des couleurs du Togo. Le vert, jaune, rouge. Exactement. Et qui ont dégorgé sur nos pantalons kaki. Oui, parce que quand on a commencé, on a tout fini, presque tout fini, avant qu'il ne commence à pleuvoir. Mais c'était joli, on était très contents, on ne savait pas ce que c'était, mais on s'amusait quand même. C'est cela. C'était la joie, il fallait dire, ce 27 avril. C'était une grande joie. On ne peut pas parler de mouvement d'ensemble sans se souvenir de Papa Mourouz. Maître Mourouz. C'est lui qui tenait le devant, qui nous enseignait ces mouvements. Et c'est formidable. Alors, tout le monde a participé au mouvement ici? En tout Monsieur, cas, moi, j'ai vous avez participé, vous également? Oui, Monsieur Gomez? Avec mes élèves. Ah oui, vous étiez instituteur déjà. À l'époque, vous étiez instituteur déjà. Vous avez convoyé les élèves. On vous fournissait on vous a fourni leurs uniformes ou bien chaque parent devait trouver l'uniforme à son enfant? C'est fourni. C'est fourni, oui. l'uniforme. Mais dans les écoles évangéliques où j'étais, c'est l'Église qui a fourni une partie. Des uniformes. L'État a donné quelque chose qui n'a pas suffi. L'Église a complété. Alors, où est-ce que vous étiez le soir c'est le soir du 27, finalement, que le président Olympio a fait le discours? Le soir du 26, la nuit du 26 au 27. La nuit du 26 au 27 à minuit. Oui. Voilà, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il faut dire que la pluie du 26 au soir a causé des dommages aux appartements et tout là. Dressés pour les... Oui, mais des volontaires spontanés sont venus se joindre à la jeunesse pour tout refaire pour le service du dimanche. C'est ça. Et c'était quelque chose de formidable. Et puis on a entendu la voix aiguë du président. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Vous l'avez écouté, c'était à la radio? Oui. Oui, c'est à la radio. C'est à la radio. Oui. Il y avait à l'époque une radio éducative qui était dans presque toutes les maisons. C'est ça. Et qui donnait les consignes, tout ça. Là, Il paraît qu'il y avait des grands entonnoirs là, dans les centres communautaires, les haut-parleurs. Voilà. Oui. De couleur grise. Des boîtes un peu partout. Ça permettait... C'était quelle radio? Ça émettait d'où? Je ne sais pas, c'était quoi? C'était à la radio. À Radio Lomé? Oui, c'est Radio Lomé qui était comme ça. À l'époque, c'était Radio Togo qui émettait de Lomé, qui était comme ça. C'est à côté de Oui, vous c'est dans la ici. même enceinte, oui. Ah, oui. Un petit truc... Votre institution a gardé le terrain. Oui, on reste fidèle à notre localisation. Alors, vos parents étaient où lorsque Olympio faisait son discours? Votre papa, qui était son frère, il était où? Et à la maison. À la maison. Qui était son oncle. Son oncle, oui. Il était à la maison. Il était à la maison. Fier de la bataille. Oui, bien sûr. Et il était assez âgé quand même, mais il suivait. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la célébration qui est faite du 27 avril? Est-ce que vous pensez au-delà que la jeune génération est consciente de cet acquis-là? Qu'est-ce qu'on en fait pour descendre, pour chuter? C'est ce sur quoi on va se prononcer. Monsieur Gomez. Nous croyons qu'il faut intensifier l'enseignement de l'histoire, de l'histoire vraie, à ne pas encombré avec d'autres anecdotes qui ne sont pas réalistes. Dire à la jeunesse les faits réels, c'est ça. Et leur présenter les événements tels qu'ils se sont passés et déroulés. Heureusement que nous avons, vous les témoins, qui pouvaient nous raconter peut-être la même question. Samuel, si vous permettez, à M. Tokanou. Oui, il faut l'enseigner, l'histoire.
nous avons un document là-bas que normalement les Togolais dans le doivent micro. posséder. Dans le micro. Nous avons un document là-bas qui normalement doit être à la portée de tous les Togolais, surtout des enseignants, pour pouvoir enseigner l'histoire à la génération qui nous suit. C'est important. Professeur Kwakoubi, vous avez l'impression que, parce qu'on on a entendu cette histoire avec des gens qui ont vécu les événements, la façon dont elle est enseignée, je pense que le professeur d'histoire se prononcera également. Vous avez l'impression que on ne transmet pas véritablement ce qui s'est passé à l'époque aux élèves aujourd'hui? Il y a eu Robert Cornevin. Hein. Voilà. Après Cornevin, les collègues ont produit les 3 volumes que vous voyez, de 1884 jusqu'à 60. Oui. 700 pages, 450, 460. Et je crois que c'est restitué, puisque d'habitude, c'est les thèses de doctorat des collègues. Moi, je n'ai donné que la partie qui concerne la religion traditionnelle, plus les Yekeke, les Dupontre, etc. Et je crois que nous avions joué notre partition. Il fallait avoir le CPE, coûte que coûte, nous l'avons eu, malgré les coups de bâton. Et je pense que le meilleur conseil que nous pouvons donner à la jeunesse, quand on va à l'école, il faut étudier. Il n'y a pas autre chose à faire à l'école. Si vous êtes à l'université, vous n'avez pas d'autres préoccupations que les études. Après, la vie vous posera des problèmes que vous aurez à résoudre avec ce que vous aurez appris à l'école et à l'université. Monsieur Olympio? Oui, moi j'ai l'impression qu'à un moment de notre histoire a été pendant un moment étouffée. Étouffée. C'est maintenant qu'il y a des réactions pour revoir notre histoire. Il y a une commission qui a relu l'histoire du Togo d'ailleurs. Oui. Oui. Et il faut également qu'on réinsère dans le programme éducatif la morale. Oui. Le CM. La morale. Le civisme. Très important. Parce que c'est bientôt le 27 avril. Le pays est comme si rien ne se passerait dans le pays. C'est pas la même fièvre qu'avant, que ce que vous avez vécu. Du tout. Il faut que les jeunes comprennent, la génération actuelle comprenne la symbolique. Et je voulais remercier très sincèrement la TVT d'avoir initié cette approche. C'est ça. Merci. C'est plutôt nous qui vous remercions pour vos diverses disponibilités pour venir ce soir, à la veille de la célébration, partager vos bribes d'histoire avec nous. Mises ensemble, cela constitue quand même un entier, une part entière d'histoire pour nous. J'aurais appris beaucoup ce soir, Samuel. Énormément. J'aurais appris. Surtout avec ces acteurs qui ont vécu, qui étaient là en ce moment, qui ont raconté ce qui s'est passé, qui nous ont transportés vers ces années-là qu'on a lues, dont on a entendu parler. Quand on voit les acteurs aujourd'hui restitués, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Monsieur l'historien, merci d'avoir partagé toutes ces connaissances avec nous. Vos récits corroborent bien ce que les témoins ont également dit. Vous, de la jeune époque, historien, dans le travail que vous faites, dans le vécu, est-ce que vous pensez que nous sommes conscients de la valeur de ce qui a été acquis en cette année 58? Oui, merci beaucoup. Et je dirais que les propos de mes grands-papas sont tellement vérifiés. L'histoire du Togolais est méconnue par le Togolais. Et ce n'est pas la faute à l'enseignant, ce n'est pas la faute aux historiens. Parce que je suis enseignant avant tout au lycée. Avant que l'enseignant n'enseigne, il faut qu'on lui impose un programme. Et la mise en forme et l'élaboration des curricula ne relèvent pas de l'enseignant. Ce document dont vous parlez, c'est un document édité par l'Association des historiens et archéologues du Togo, dont je suis le trésorier, AHAT.
on a sollicité les compétences des spécialistes en philosophie, en géographie, en démographie, en sociologie, en ethnologie, pour élaborer ce document. Et ce document, il faut dire que la réédition, ça a été réédité et c'est disponible actuellement à la bibliothèque de l'Université de Lomé. On peut s'en procurer. Même à la librairie Bon Pasteur. À la librairie Bon Pasteur également, on peut s'en procurer. Je vous laisse finir en 15 secondes. Voilà, ce document a été abrégé. C'est ça. A été abrégé, ce que vous voyez. Le blanc là, avec le financement du PASCRENA. Voilà. Le projet d'appui à la réconciliation nationale et à la société civile. Et vendu à 4 000 francs. C'est ça. Il faut que les Togolais se l'approprient. Maintenant, il faut que l'État aussi décide que les programmes soient basés sur les documents pour que les enseignants donnent ces enseignements. Moi, j'ai fait le département d'histoire. Je suis enseignant au lycée. Je ne peux pas aller enseigner ce que le programme ne demande pas. C'est clair. Quoique vous connaissez. Et quand on parle de l'histoire a été étouffée, il faut dire que pendant longtemps, l'histoire, les documents historiques ont été élaborés par les Blancs, notamment Robert Cornevin. En ce moment, on n'avait pas d'université. Mais dès qu'on a eu l'université, les historiens, les Togolais se sont donné l'initiative d'écrire l'histoire selon ce qu'ils ont eu comme formation. En tant qu'acteurs et en tant que chercheurs locaux. C'est ça qui a donné ces documents-là. C'est cela. À nous de nous cultiver, à nous de lire mieux l'histoire et de comprendre la valeur. J'insiste toujours là-dessus, la valeur de ce 27 avril. Absolument. C'est une date importante pour tout Togolais. C'est cela. Il est impérieux de se l'approprier, de comprendre quel a été le combat des aînés pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, on va finir avec justement un représentant de la jeune génération. Elle est slameuse, Safir Kpé, qui nous passe un message à cette célébration, un message d'union, un message d'unité. Elle est spécialisée en slam, mais en langue vernaculaire. On invite Safir Kpé rapidement sur le plateau. Elle a son micro déjà installé. Elle sera juste là pour nous déclamer son slam pour finir cette émission. Au fait, au cours de l'émission, j'ai vraiment apprécié le côté, lorsque ça chauffe, on parle en langue. Ouais, c'est ça. Voilà. Et d'insulter son frère. Quand je viens avec le gagner, Degbeodona, Coco Poidua, Akmania Otana, Akablibo, Apo Coco Wala, Boda, Ndodo Nyaracho, la Boa Vanami Godo, Safir. Je suis fière d'être une Togolaise. Je suis contente de Togo Vididi. Et il y a les côtés, Madana, Magbomakotoe. Togo Vididi, de vieux Nenya. Togo Vididi, Sohe Nenya. Togo Vididi, Ametichie Nenya. Togo Vididi, Nuchue Nenya. Togo Vididi, Nyonwe Nenya. No yo, but Togo Viadi. Dès ne sonne à la docume, et il y a des qui ne tonne. Nous blanitua, nous y a marre au Togo Viqua, au démoto, Boubois au courage grandja pour petit. Si tu es au Nawa, aho. Pour des ou le même yaou, mon diaratoba, Gwyn, Togo Vidi, Jaconcayo, Togo Nigmanjaya. On m'a dit Nanutu, Kafana Nutu Pavio. Voilà, mon dedeto, le co-lab, à mon recuit de raga, dans les Togo Vignan pour Dacia au bord et né. Vos du quoi, missé. Gagné du quoi, missé. Cotocoli du quoi, missé. Câble du quoi, missé. Tapango du quoi, missé. Vos metichaob, amaraka, mutunado. Ce souci à ta togo jocatan, mi va, n'a doit bogassi, à tumia podoa. Va vin, n'est que le catan que le sé. N'a te fait, n'est que le catan to pour le messé. L'on ne mia podoa web, a wawazu sika, matikonamio. Tonyo sika, a gakpese sin wonya. Mada, et yo neba sika, n'a gakpese santa, omagakuna sika. Et yo neba sika, n'a gakpese santa, si cantido l'homme galia. Sika sicha l'homme galia, sika kola, sika sige, sika toge, sika lonuge, do l'homme galia. Bada, fifiante si cantido lo sogbo. Sans. Fifiante si cachondo lo sogbo. Tantan. Et yo, potonia, chono nu kokoto kekia, kenemia pofiao, ojitao, bubumao. Bada, quand fisikana va zo, chono nu kokoto kekia, nemia pofiao, bubumawa, un do lo sogbo. De sukupo, mais de sukupo, nyeklo katanta wapolo mese. Minanda chok benoju, asila sima, atumia podua. Vavan, bemanodua, de kawa womaneo.
Gbemanodua sitopo maneo. Gbemanodua ntifafa maneo. Gbemanodua miapo akpe madio. Votogbio be gbenodu ehia budiato. Togovio minamiato gbenodu atumiapojoa. Saphir. Ça vaut des applaudissements. Merci d'avoir été dans cette émission. Monsieur Olympio, il est emporté. Je suis également emporté. Merci bien. Fidèles téléspectateurs, on va leur souhaiter, on va se souhaiter une très joyeuse fête d'indépendance avec cette conviction intime que nous puissions nous ressourcer dans l'histoire pour mieux tirer leçon de cet événement, mieux nous ressourcer pour mieux nous positionner aux côtés du Togo pour son développement, Samuel. Absolument. Et moi, je veux garder cet optimisme-là que le Togo, c'est ensemble, dans la paix, mais dans la main, qu'on va le bâtir. Et que l'avenir, tel que nous l'ont légué nos aïeux, il est radieux, il est prometteur. Mettons-nous au travail, unissons-nous pour bâtir ce pays. Joyeux anniversaire, cher Togo. Au revoir. Merci beaucoup. 100% d'Imba musique. Hey, ambiance. Et bah! Il y a qui maintenant? Le Chicago de Siam. Koulou Ano Samana. Soyez-moi.